Merci beaucoup pour cet exposé. Soyez persuadés que tout ce que vous avez dit nous tient à cœur. Et je crois que vous avez très bien montré qu'à partir de choses qui paraissent tout à fait matérielles, Oui. tout de même se développe le respect de la personne humaine. Moi, j'étais particulièrement sensible à cela. J'ai noté aussi un message d'espoir en ces temps un peu difficiles. C'est qu'à un moment, vous avez dit que parfois, avec des moyens relativement limités, on peut améliorer de façon sensible l'environnement des patients. Alors, tout ce que vous avez dit nous tient à cœur, mais tout ce que va nous dire votre successeur nous tient également, va nous tenir à cœur. Donc, il fallait qu'on lui donne la parole. Alors, mon propos est effectivement de m'appuyer sur un travail qui a été fait à la médiature de la République, où une mission m'a été confiée sur la maltraitance financière à l'égard des personnes âgées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cette étude nous a pris quelques longs mois et nous a permis de revisiter la loi de 2007, comme vous le savez, sur la protection des majeurs. Visiter cette loi, c'est-à-dire nous poser la question, avec Jean-Paul Delevoye, était-elle appliquée, cette loi de 2007, et surtout était-elle applicable? Parce que c'est la question que nous avons posée. C'est bien beau d'avoir une très belle loi, nous l'avons attendue pendant 40 ans, je vous rappelle c'est de 68, celle qui précédait, mais ce n'est pas parce qu'on attend 40 ans une loi et qu'un cortège de personnes se presse autour des fonds baptismaux qu'on va pour autant se dire qu'il s'agit là d'une bonne loi. Une belle loi n'est pas forcément une bonne loi. Et donc, nous avons décidé de mener l'enquête auprès d'établissements, auprès de professionnels, auprès de représentants de l'ensemble des ministères concernés et auprès de personnes qui pouvaient nous apporter leur éclairage. Et pour tout vous dire, je suis vraiment très très heureux aujourd'hui de travailler en présence de messieurs Xil et Palermiti, parce que leur contribution, notamment en ce qui concerne les capacités restantes, à orienter l'étude, je dis bien à orienter l'étude et les constats qui ont été faits à la médiature de la République, car de la même façon qu'ils ont parlé de cette nécessaire évaluation de capacités restantes, de la même façon les représentants des syndicats de magistrats nous parlaient, eux, de la nécessité de faire du coût humain. Et nous nous sommes rendus compte, pendant cette étude, que même si ce n'était pas ce qui était fait, hélas, aujourd'hui, et on va balayer ensemble les raisons, c'était possible. En tout cas, cette étude nous a fait toucher, bien sûr, ce qui était le risque de surjudiciarisation dans un monde qui est à la fois complexe et hautement technique. Comment allier la complexité et la technicité? Comment faire en sorte de répondre aux exigences fondamentales du droit, qui sont l'intelligibilité et la simplicité? Comment faire? Comment faire alors que nous savions que derrière tous ces abus dirigés contre les aînés, il y avait une problématique d'isolement toujours posée, toujours la même, la perte du lien social et l'isolement? Comment faire pour passer de l'universel au particulier? Je rappelle les quelques missions qui ont été préalables. Celle du ministère de l'Intérieur en 2000, que j'ai coordonnée, celle du programme Daphné du Conseil de l'Europe qui a intégré l'Italie, l'Espagne, la France et la Belgique, et qui nous a montré que 20% de la classe d'âge des plus de 65 ans, 20%, avaient été témoins ou victimes de maltraitance financière et d'abus. Je pense à la médiature de la République, cette étude que nous avons déposée le 3 du mois de mars, et le colloque qui vient de se dérouler à Rome. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a un caractère bien sûr multiforme des abus. Avant cela, je voudrais préciser que nous avons été amenés à travailler à la demande sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Mais nous avons très vite constaté
que c'était au sein de la famille et au sein du maintien à domicile que se déroulait la plus grande partie des maltraitances financières, et que bien souvent, ce qui se jouait dans les établissements sociaux et médico-sociaux n'était qu'une suite d'un processus déjà engagé au niveau familial et environnemental. Je tenais à le préciser. Nous continuons sur le caractère multiforme, des pratiques familiales abusives que vous connaissez, des abus à caractère financier propres aux établissements. Alors, cette étude nous a quand même mis en face d'un drôle de phénomène. Cette loi était méconnue, et elle reste méconnue. Si elle ne l'est que partiellement dans les grandes métropoles, dès lors qu'on sort des grandes métropoles, cette loi est inconnue des services qui ont à la faire appliquer. Et je vais loin, puisque je parle des services de police, de gendarmerie et de justice. Du moins, elle l'était avant qu'on fasse le rapport qui a fait un certain bruit. L'observation du phénomène n'est pas faite. Il n'y a pas d'observatoire permettant de dire voilà quels sont les prédateurs aujourd'hui, voilà quelles sont les prédations, voilà leur modus operandi. Les outils de recherche sont inexistants et particulièrement en ce qui concerne l'étude des capacités restantes et la façon dont cette étude pourrait être mise en parallèle avec la volonté des magistrats de faire du cousu humain, la prévention et la répression sont peu ou pas organisées, le silence des aînés et de leurs familles est sous-estimé. Il est vrai que ça pose réellement problème. Une personne âgée, vulnérable, qui a été victime d'une maltraitance financière ne le dit pas, ne s'en plaint pas, ne l'annonce pas à sa famille. Elle a honte de ce qui s'est passé. Je parlerai de deux exemples qu'on peut compter parmi des milliers. Celui de la vente des prises haute définition à 4 000 €, il s'en est quand même vendu 2 000 en France, et celui de ce que nous appelons aujourd'hui détection incendie, où les prix demandés par les vendeurs qui se présentent comme munis d'une autorisation d'État ne sont pas beaucoup moins élevés. La préconisation. Nous avons souhaité qu'il y ait un observatoire du phénomène. Nous avons souhaité qu'il y ait des outils policiers et judiciaires spécifiques. Nous avons souhaité qu'il y ait une évaluation critique et permanente de la connaissance des textes en vigueur et de leur application. Nous avons été amenés, suite à cette étude menée pour la médiature, à envisager notre intervention à l'École nationale de la magistrature sur cette thématique où elle ne rencontrait qu'1 heure et demie d'enseignement par an. Alors, prévenir les situations à risque impose de généraliser la mesure de la vulnérabilité, ainsi qu'une évaluation régulière des capacités restantes, tout comme la formation des différents acteurs de la protection, dont les aînés vulnérables eux-mêmes. Nous sommes persuadés qu'il s'agit de former aussi bien les aidants que les aînés, et très tôt, et que cette formation doit être continue et répétée. Les autres préconisations, formation adaptée et validée des agents de tutelle, en évitant, je dis bien, la mainmise d'un mouvement sectaire qui a trop bien compris qu'il y avait là une délinquance à conduire et qui pouvait être des plus juteuses. Je parle du mouvement sectaire. Je parle de la formation des agents de tutelle en permettant que ces agents, que les places proposées à ces agents dans le cadre du certificat de compétence qui est devenu obligatoire, qu'il y ait suffisamment de places de proposer, parce qu'aujourd'hui, on a 800 000 personnes qui sont en charge de magistrats qui ont 5 ans pour revisiter leurs décisions, sinon elles seront caduques, et nous voilà avec quelques centaines de postes, je dis bien seulement quelques centaines de postes offerts à la formation des tuteurs. Formation des médecins experts, oui, nous souhaitons qu'ils prennent plus de temps dans le libellé et dans les explications données aux juges, qu'ils cessent de porter et de cocher systématiquement la case selon laquelle la personne pourrait être dispensée d'audition. C'est ainsi qu'on voit des magistrats prendre des décisions sur des personnes qu'ils n'ont jamais vues.
Et quand on sait que par la suite, aucun greffier n'aura le temps de vérifier les comptes de la personne, quand on sait qu'aucun greffier, je dis bien, et que c'est du sondage, à ce moment-là, on se pose la question sur le fait qu'un magistrat ne voit pas celui sur lequel... Et ce n'est pas le souhait des magistrats, je le répète. La formation initiale et continue des magistrats, nous en avons parlé. Formation des greffiers, ils n'ont pas le temps. Nous avons souhaité effectivement qu'un certain nombre d'organisations, comme la Caisse des dépôts et consignations, puissent venir en aide aux greffiers pour permettre que les enveloppes de compte soient au moins ouvertes. Nous avons souhaité qu'une meilleure formation soit donnée aux directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux. Eux-mêmes nous ont proposé la fondation d'un corps de médiateurs inter-établissements, parfois départementaux, permettant d'aller un peu plus loin et de les aider lorsque des questions, vous savez, souvent très compliquées leur sont posées. Formation des aidants, formation des personnes retraitées. Le devoir d'alerte, il est à formaliser. La frontière reste floue entre l'autorisé et l'interdit. La tutelle de fait reste un phénomène important. Je prends un simple exemple. Pourquoi remplir le chèque à la place des personnes en EHPAD alors qu'il suffirait d'avoir une décision de justice limitée uniquement à ce transfert mensuel de fonds? Pourquoi rester dans la tutelle de fait alors qu'il est possible d'avoir du coût humain en réponse et systématiquement? Création d'un code de bonne conduite, nous le souhaitons. Protocole des services bancaires, oui, il est temps que les services bancaires cessent de nous mettre avant le secret, et le secret qui permet parfois des choses bizarres, y compris le lien établi entre le livret de la personne et son compte bancaire. On ne voit ainsi plus que son compte bancaire n'est plus alimenté, mais que c'est son livret qui se vide, jusqu'au moment où elle est placée en surendettement lors de son passage en établissement. Et c'est grâce à son entrée en surendettement que nous pouvons nous mettre sur la piste de ce qui se passe. Nous souhaitons un véritable tribunal des tutelles, c'est vrai, pour faire face à l'augmentation, pour réaliser un suivi efficace, pour effectuer un véritable contrôle des comptes. Le reste, vous le connaissez. Le besoin de la protection, c'est le respect de la dignité et de la liberté, la lutte contre la maltraitance, le besoin impératif de ne pas stigmatiser les personnes par des textes incapacitaires. Je prends un exemple. Nous avons demandé, c'est vrai, que le délai de rétractation pour une commande passe d'une semaine à 15 jours, voire un mois. Et en fait, on s'est rendu compte, lors d'un sondage que nous avons fait sur cette démarche, que les compagnies d'assurance, à ce moment-là, se mettraient à stigmatiser les personnes par rapport à leur âge. De la même façon, quand nous parlons de l'achat de bonheur, de l'achat, une personne âgée a-t-elle le droit ou pas, quand elle est vulnérable, d'acheter de l'amour auprès de sa famille? C'est une question. Nous pensons que oui. Nous pensons que oui, même s'il nous faut nous élever moralement au nom de je ne sais quoi contre tout cela. Les lois du silence, nous en avons parlé. La liberté des êtres vulnérables, où se situe-t-elle? Et est-ce qu'elle se situe pas seulement en fonction de ses incapacités temporaires et de ses capacités restantes? Je dis temporaires parce qu'aujourd'hui, nous le savons, entre les maladies neurodégénératives, entre les maladies vasculaires, entre les dépressions, la promenade est suffisamment vaste et faite de va-et-vient pour qu'il y ait parfois d'immenses récupérations sur un territoire jugé incapacitaire. Donc détecter les maltraitances, bon, j'en ai parlé, mesurer les capacités restantes, j'en ai parlé aussi, prendre en compte l'équilibre des aidants, fondamental que la chaîne des accueils de jour, des hébergements temporaires jouent leur rôle dans le répit pour les aidants, leur permettant de se rendre plus disponibles. Ce sont des éléments fondamentaux de notre chaîne d'accueil et de soins. Développer un programme actualisé d'identification des prédateurs, c'est vrai que nous souhaitons mieux connaître, étudier de plus près les prédateurs. Les préconisations, elles sont faites. Nous avons eu des réponses des ministres, parce que je dis que notre organisation a ceci de spécifique, c'est que nous allons jusqu'au bout. Nous avons dit, OK, on fait un rapport, ce n'est pas pour qu'il aille dans un tiroir,
Nous avons eu la chance d'avoir Jean-Paul Delevoye comme interlocuteur. Il n'est pas un homme à mettre sa langue dans sa poche. Il a interviewé les ministres. Et déjà, nous avons obtenu que la levée de l'immunité familiale sera décidée, que le caractère impératif de l'audition préalable sera décidé, et que l'audit préventif, c'est-à-dire patrimonial, social, fiscal, environnemental, pourra être déclenché dès lors qu'une vulnérabilité commence à faire jour. Par contre, nous avons été un peu déçus. Bon, le délai de rétractation, comme je vous l'ai dit, il est passé à la trappe, mais surtout la publicité des mandats de protection future et de la création d'un fichier relatif à ces mandats, ça n'a pas été accepté. Nous le déplorons. Il y a actuellement 2 types de mandats de protection future, le sous-seing privé, le notarié. Nous avons souhaité que seul le notarié joue et qu'en tout cas le juge puisse intervenir pour recevoir dès lors que la personne se mettra sous mandat de protection future. Nous n'avons pas abouti. En attente, le renforcement de l'information dispensée aux médecins, il y a accord, l'accroissement du niveau de qualification des mandataires familiaux, la mise en place de tribunaux. Bien sûr, le Conseil de l'Europe nous a confié une mission spécifique sur les maltraitances financières. Nous espérons bien, puisque ça se fera conformément aux articles 13 et 23 de la Charte sociale, j'anime moi-même ce groupe de travail. Le but en est d'arriver vers une recommandation européenne et ensuite une harmonisation des législations européennes appliquées aux aînés vulnérables ou en situation de vulnérabilité. Je voudrais juste conclure en vous lisant le passage de quelqu'un que je considère comme un grand apporteur à la cause du droit humain, je veux dire, les enjeux humains fondamentaux dans le droit des majeurs protégés, de la part de Philippe Mallory, qui est professeur de droit à Panthéon-Assas. Philippe Mallory a fait un papier concernant justement les enjeux humains fondamentaux dans le droit des majeurs protégés. Il conclut « Notre société entend pourtant rester fidèle à son humanisme en affirmant fortement, au-delà de toute technique, le respect de la dignité humaine. Même déchu, vieilli, moribond ou misérable, l'être humain a une transcendance dans son identité et sa condition corporelle, spirituelle et sociale. Mais il peut y avoir aussi des effets pervers, en faisant un angélisme de la verbalité, en se gargarisant de mots sonores. Parfois, la protection des incapables devient le fait de voyous, où le dévouement, l'humanisme et la charité sont de jolis masques pour dissimuler la rapacité. Parfois, ces protecteurs des incapables qui font des personnes protégées leur fonds de commerce, la protection des faibles devient bien lucratif. C'est sur ces mots que je voulais conclure. Merci.